Bienvenue à toi, très content de te recevoir. Aujourd'hui, on va être précis, clair et pragmatique. J'ai détourné un sujet pour te donner la maquette idéologique actuelle, car comme disait Orwell, celui qui contrôle le passé contrôle le futur, et celui qui contrôle le présent contrôle le passé. Donc avant de commencer, j'aimerais qu'on se base sur trois grands critères primordiaux, car si on fait une analyse de l'histoire, on se rend compte qu'il y a des problèmes encore actuels qui auraient pu être évités, qui étaient prévisibles. D'où l'importance du premier problème, qui est attention à la recherche d'une égalité absolue. C'est-à-dire que paradoxalement, lorsque les citoyens vont rechercher une égalité absolue, ils vont accepter certaines restrictions de leur liberté individuelle pour cet objectif commun ultime qui est la liberté absolue. Malheureusement, je peux te donner un exemple historique comme l'Union soviétique, lorsque le régime était censé être égalitaire en tout point, malheureusement, d'un point de vue social et économique, c'est devenu un État extrêmement oppresseur et totalitaire. Ce qui me permet d'amener le deuxième point, qui est attention à l'individualisme. C'est-à-dire que lorsque les citoyens se recherchent et s'occupent uniquement de leurs petites affaires, ça va laisser ça va laisser le champ libre à un État très fort et très centralisé, et il va devenir ce qu'on appelle paternaliste, c'est-à-dire qu'il va infantiliser le citoyen, ce qui est d'ailleurs en train de se passer actuellement. La plupart des citoyens se détournent du débat public et l'État devient donc un État social et s'occupe majoritairement de ce que, par exemple, le citoyen devrait faire. Donc, il va accepter cette sorte de servitude de manière enthousiaste parce qu'elle est confortable. Ce qui m'amène au troisième point, qui est tout simplement l'égalitarisme radicalisé. Je l'ai un petit peu abordé précédemment, mais si on est tous égaux en tout point, on se rend compte que, en fait, on commence à développer une sorte de scepticisme envers l'élitisme, envers tous ceux qui sortent hors de la norme, et on en vient à ne plus accepter la hiérarchie, une sorte de verticalité, et aussi également, on en arrive à ne plus adosser la cape du leadership. Donc, à cause de ça, on perd la pluralité et on perd l'enrichissement mutuel de nos concitoyens. Ce qui nous amène au premier point, c'est la distinction entre le capitalisme et le socialisme. Le capitalisme, c'est tout simplement les États-Unis avec le vieux continent, donc l'Europe, et le communisme, ou le socialisme, c'est l'URSS avec les pays de l'Est. On va commencer notamment en préambule avec la révolution russe de 1917. Et pourquoi je te parle de cette révolution? Parce que en termes de portée, elle est extrêmement similaire à mai 68, et mai 68, c'est le point juste après celui-ci. Avant 1917, il faut comprendre que le socialisme n'avait pas vraiment sa place, c'était plus un courant tiraillé entre d'autres courants. Et c'est après la révolution de 1917 qu'il devient vraiment plausible. Maintenant, je fais un bond en 1929 pour comprendre qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, c'est-à-dire du côté capitaliste. Il y a une crise économique. Donc c'est majoritairement une crise capitaliste, effondrement des marchés financiers, paupérisation des populations, chômage de masse, etc. Suite à cela, on va donc s'intéresser grandement, est-ce que ce serait une alternative plausible et surtout viable de s'intéresser au communisme. Donc on va maintenant aller en 42-43 pour que tu comprennes vraiment les bases, avec la victoire de Stalingrad, où entre guillemets l'URSS a gagné contre le régime nazi, et suite à cela, il y a une effervescence du communisme. On appelle ça l'âge d'or du communisme, et ça va durer environ 10-15 ans, et on va connaître ce qu'on appelle un tourisme idéologique. Et le tourisme idéologique, notamment illustré par Simone de Beauvoir et Sartre, attention, je ne t'invite pas à les idéaliser tout simplement parce que c'était des collabos pendant la Deuxième Guerre mondiale. Sartre a écrit des écrits en faveur de la collaboration. Il a même été avec Simone de Beauvoir en vacances pendant l'Italie fasciste parce qu'on leur a payé leur billet de train s'ils allaient voir une exposition fasciste pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, aparté fini. Maintenant, ça nous permet de comprendre la distinction entre le capitalisme et le communisme. Et juste rapidement, pour faire la distinction entre le communisme et le communisme, c'est plus des révolutionnaires, alors que le socialisme, c'est beaucoup moins intransigeant, c'est moins poussé, c'est moins extrémiste. Tu peux plus les qualifier comme des réformateurs. Le socialisme peut coexister avec le capitalisme. Maintenant, il y a un problème dont il faut que je te parle, c'est que ce soit du côté capitaliste ou socialiste, il y a un problème majeur. Le mot-clé, c'est que l'homme est fondamentalement aliéné. Et ça, c'est un problème historique qui nécessite une réponse politique. Mais ils ne vont pas procéder de la même manière pour y répondre. Car face à ce constat que l'homme est devenu l'instrument de ces instruments, en quelque sorte, l'homme est devenu un loup pour lui-même, le côté capitaliste va essayer d'y remédier à travers le progrès économique, donc le progrès démocratique, donc à travers le libre marché, etc. Alors que le côté communiste, ils vont juger que tout simplement, l'homme est aliéné fondamentalement à cause du capitalisme, donc il faut qu'il s'affranchisse. Où je le rappelle, le communisme, c'est une science, c'est un mode de production, c'est vraiment analysé d'une manière d'une science, c'est-à-dire qu'il va y avoir des modes de production comme le féodalisme, le capitalisme, etc., l'abolition des classes,
Mais malheureusement, l'âge d'or soviétique va être fragilisé par trois grosses secousses qui vont essayer de, ou en tout cas quasiment détruire le socialisme. C'est numéro un, la mort de Staline, qui l'on veuille ou non, était un communiste, donc il a vraiment poussé le communisme. Ça me rappelle une citation qui disait: le stalinisme était profondément horrible, mais il avait créé de ce que l'homme avait créé de meilleur, le communisme. Le mal et le bien étaient indissolublement mélangés, et frapper le mal était-ce frapper le bien? Ainsi, est-ce que frapper le cancer était-ce frapper la source de la vie? Donc ça, j'aime bien me remémorer ça, notamment quand je pense à ça. Et ça me permet de rebondir sur le deuxième point, qui est tout simplement le rapport de Khrouchtchev après la mort de Staline, où c'est tout simplement on expose les crimes de Staline comme le goulag ou bien les famines de masse. Et le troisième point, c'est les répressions de Prague, où on a pu apercevoir à quel point l'État pouvait être autoritaire, oppresseur et violent. Maintenant que tu as compris le contexte, on va se pencher sur l'idéologie du marxisme et pourquoi en réalité elle a besoin d'une mise à jour et qu'elle est entre guillemets en panne idéologique, car elle répond de moins en moins bien aux problèmes actuels, notamment après la sortie de la Seconde Guerre mondiale, où le monde est tout simplement bouleversé et transformé. Notamment à travers la classe prolétaire, ou avant la classe prolétaire en général, quand elle se révoltait, c'était à coup de slogans et aux portes des usines. Mais malheureusement, ça va se transformer et elle va aimer ce qu'on appelle s'embourgeoiser. C'est-à-dire qu'elle va se transformer, elle va devenir ce qu'on appelle la classe moyenne. Et la classe moyenne, elle va tout simplement aimer l'embourgeoisement. Et si ce n'est dès le départ, elle va non plus contribuer à la révolution, parce que c'est un principe clé, la révolution chez Marx, c'est que la classe prolétaire va accoucher de la révolution, c'est-à-dire qu'elle porte la révolution. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ostracise, c'est-à-dire qu'on critique une classe sociale, on l'exclut de l'ordre social, elle va se révolter, elle va ne plus accepter l'ordre idéologique présent. Donc, entre guillemets, la classe prolétaire va déserter la révolution. Malgré tout, s'il y a bien quelque chose d'exceptionnel, c'est que Marx, il a posé une question fondamentale, c'est l'épistémologie de l'exclusion. C'est-à-dire que, comme je viens de dire, si on rejette une classe sociale et qu'elle se révolte, comme on pourra le voir dans d'autres vidéos, par exemple les minorités sexuelles, ethniques, aujourd'hui qui créent entre guillemets le communautarisme, mais ça sera probablement l'objet d'une autre vidéo dont je n'en parle pas maintenant, c'est par exemple, pour la question pour essayer de le recentrer, c'est dans quel régime vivons-nous? C'est-à-dire, est-ce que nous vivons dans un régime où l'homme est aliéné, où il y a des classes qui se superposent, il y en a qui sont en haut et en bas, et en fonction de ça, il y a des disparités qui se créent, ce qui crée une dynamique exclusionnaire. Maintenant que tout cela est dit, on peut arriver à la deuxième conclusion de cette vidéo, c'est mai 68. Pourquoi j'aborde mai 68? C'est parce que, avec tout ce que je viens de décrire, donc l'épistémologie de l'exclusion, la différence dans le communisme, le capitalisme, l'homme est fondamentalement aliéné, etc., ça c'est le prédécesseur de ce qui va donner mai 68. Pour essayer de comparer, pour vraiment que tu puisses te donner une image mentale, en termes de portée, 1917 et mai 68, c'est quelque chose de très similaire, d'où l'intérêt de respecter cette chronologie. Mai 68, pour être très clair avec toi, c'est tout simplement une révolution de bourgeois, c'est-à-dire que c'est des gens qui avaient accès à la connaissance, à la culture, et qui n'avaient pas vraiment d'aspiration vers le futur. Donc à cause de ça, on va les catégoriser comme une pulsion nihiliste, anarchique, et presque une sorte de sauvagisme. Et contre quoi ils se révoltaient? Ils se révoltaient contre les systèmes normatifs. Le système normatif, c'est tout simplement les institutions traditionnelles, comme l'État, la famille, la nation, l'autorité. Donc, paradoxalement, tout ce que les institutions avant permettaient de maintenir la société pour qu'elle puisse correctement fonctionner, aujourd'hui, l'homme, il essaie de s'affranchir des systèmes normatifs car c'est ce qui fondamentalement l'aliène. Ce qui nous amène à comprendre la naissance de la nouvelle gauche. La nouvelle gauche, il faut que tu comprennes que le marxisme et le socialisme, comme j'ai dit avant, c'était en panne idéologique. Donc déjà, à cause des trois grandes secousses comme j'ai explicité, et la panne idéologique, entre guillemets, ils étaient en situation pas vraiment favorable. Mais après mai 68, ils vont renaître, mais d'une forme différente. Car il faut comprendre que le socialisme et le communisme, c'est pas une partie de la gauche. C'est l'aboutissement de la gauche, littéralement. Et ils vont, entre guillemets, se mettre à jour, ils vont arriver avec de nouveaux concepts, par exemple l'antiracisme, la liberté sexuelle, donc les minorités sexuelles LGBT, etc. Le féminisme, ce qui pose la question de l'homme nouveau. Car en mai 68, il y a ce qu'on appelle l'homme nouveau qui naît. Donc l'homme nouveau, pour essayer de le décrire, c'est tout simplement déjà quelque chose de très similaire au progressisme. Le progressisme, ça se définit davantage par ce qu'il refuse de décrire au moment T, c'est-à-dire il refuse le présent d'une manière intransigeante, plus qu'essayer de décrire ou d'essayer de comprendre ou de proposer un futur, ça c'est plus le progressisme. Et l'homme nouveau, c'est que, encore une fois, l'homme est fondamentalement aliéné, mais
encore une fois, il est aliéné cette fois-ci par les systèmes normatifs, donc il veut se soustraire à l'État, la famille, la nation, pour essayer de comprendre, essayer de récupérer l'essence même qui est enfouie en lui et que de chercher le monde qui est apparemment réel en dessous. C'est-à-dire que il va essayer de comprendre davantage sa substance par lui-même et retrouver une sorte d'authenticité et s'affranchir des institutions, de la nation, de la famille, etc. Et en parlant de mai 68, où à l'époque c'était le général de Gaulle qui était au pouvoir, lorsqu'il envisageait une contribution de l'armée, il disait si ce n'est pas suffisant, tirez-leur dans les jambes. Sous-entendu, on ne dialogue pas avec des personnes qui sont alimentées et poussées par des pulsions nihilistes, anarchiques, etc. Parce que lorsqu'on réfute l'autorité, la famille, tout ce qui est le système normatif, eh bien forcément on est désaxé, c'est-à-dire qu'on est intoxiqué idéologiquement. Et suite à cela, il y a Maurice Druon qui disait jamais on n'a vu un héritier si avide de son héritage et pour en faire quoi? Pour le piétiner et l'incendier. Maintenant que tu as compris, je pense, le topic de mai 68, malgré qu'il y avait des sujets qui étaient extrêmement importants, l'antiracisme, tout simplement les minorités sexuelles, tout ça, je ne dis pas que fondamentalement c'est mauvais, je ne dis pas que pris isolément c'est mauvais, je dis juste qu'est-ce qu'on en fait. En tout cas, c'était la manière dont les intellectuels, ou en tout cas l'intelligentsia c'est juste des groupes d'intellectuels, le voyaient et le pensaient. Comme disait Raymond Aron, ce n'est pas les intellectuels, non, pardon, ce n'est pas les prolétaires qui ont mené les révolutions du XXe siècle, ce sont les intellectuels. Sous-entendu, l'hégémonie culturelle. Qu'est-ce que c'est l'hégémonie culturelle? C'est lorsque un groupe d'intellectuels possède la culture et la connaissance, ils sont capables d'influencer, rediriger la perception et surtout les agissements des personnes qui sont sous influence. Ou on peut prendre l'exemple des dogmatismes, disons plus anciens, totalitaires, où on te disait tu ne dois pas. Après, plus récemment, on te disait tu dois, donc tu dois te comporter de cette manière. Et désormais, donc le dogmatisme totalitaire qui est à jour, c'est tu es. C'est-à-dire qu'on doit t'endoctriner, on doit modifier ton conditionnement mental pour que tu puisses te comporter de la manière où on le souhaite sans que tu t'en rendes compte. Ce qui permet de rediriger les personnes et la manière dont ils pensent en fonction par exemple des médias, de la télévision ou tous les moyens où entre guillemets la vérité passe. Mais on se rend compte que maintenant la vérité et les médias, ils sont tout simplement séparés. Car les médias, si tu ne le sais pas, sont principalement achetés par tous les millionnaires et les milliardaires uniquement pour avoir de l'influence. Et maintenant, la vérité est davantage exprimée par les médias citoyens. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'à cause de mai 68, ta copine a les cheveux verts et qu'elle croit absolument tout ce qu'elle voit sur Internet, ou Internet en tout cas, les rediffusions de CNews ou bien... bon, je vais peut-être pas continuer parce que je pourrais t'attaquer pour diffamation. Mais peu importe. Maintenant que tu as compris l'homme nouveau, le progressisme, la nouvelle gauche, ce qui redonne un nouveau souffle. Ça sert vraiment de retrouver une certaine vitalité, une certaine naissance à toute la panne idéologique, etc. Et ce qui nous amène à l'idéologie, la suprématie de la gauche. Donc comment elle a acquis sa suprématie? Ce qui nous amène au troisième point. Car si on fait un constat, là je viens de parler du progressisme, mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? C'est-à-dire que quand on est considéré comme réactionnaire, ou on est moins, c'est-à-dire on remet moins en cause les systèmes normatifs comme attendez, mais peut-être que l'État ce n'est pas mal, avoir une identité nationale, avoir une cohésion, c'est pas mal. Si je remets pas en cause la famille, peut-être je n'ai pas envie de remettre en cause ma famille, etc., etc. Les valeurs fondamentales, je n'ai pas envie de les remettre en cause, donc ça fait de moi un réactionnaire. Et si tu es réactionnaire, ça veut dire que tu es contre la gauche, c'est-à-dire que tu es contre l'idéologie présente. Et notre monde qui est loin d'être sous-idéologisé, mais qui est maintenant sur-idéologisé, on s'en rend même plus compte, tellement l'idéologie présente, dominante est présente. Qu'est-ce que cela donne sur la question d'être réactionnaire? C'est-à-dire qu'on peut être considéré de droite ou d'extrême droite, de porter un discours tout simplement, bah non, j'aime la souveraineté de mon pays, j'aime avoir un minimum de pouvoir, d'influence dans mon propre pays, j'aime pouvoir m'identifier à des valeurs culturelles historiques. Désormais, on veut vraiment s'affranchir du passé, c'est-à-dire que maintenant les sociétés occidentales veulent écrire le futur à l'encre de la continuité, c'est-à-dire qu'ils ne se basent plus sur le passé, ils ne tirent plus des conclusions, des leçons, ils ne font plus jouer le cerveau collectif en d'autres termes pour avancer, mais désormais c'est eux qui écrivent la continuité eux-mêmes, c'est-à-dire que ils sont dans une sorte d'utopisme. Pour le dire autrement, l'utopisme est consubstantiel à la modernité. La modernité, c'est ce que nous vivons actuellement. Donc si tu es réactionnaire et réfractaire, tu vas être catégorisé par exemple de islamophobe, xénophobe, transphobe, etc. Tout ce qui finit en phobe, on est dans la dialectique de la démonologie. Donc c'est de cette manière qu'on va décrire les gens qui sont réfractaires de droite ou d'extrême droite, parce que ça va à l'encontre de l'héritage de mai 68,
Par exemple, je peux donner un exemple plus contemporain comme Nicolas Sarkozy lorsqu'il a fait sa campagne en 2007 où il jouait sur le malaise occidental. Où globalement, le malaise occidental, c'est juste un décrochage collectif, c'est-à-dire qu'on a une perte de repères, on ne sait plus vraiment quelle est notre identité nationale, on a peur par exemple de, je sais pas, l'immigration, on a peur de la criminalité, parce que si, attention, si on émet un lien entre l'immigration et la criminalité, alors là, on peut être catégorisé, on va nous sortir du cercle de la respectabilité et on va nous sortir du débat public. Et globalement, ce que disait Sarkozy, c'est que est-ce qu'il faut perpétuer l'héritage de mai 68 qui dénigrait l'État, la nation, l'autorité, où l'autorité c'est fondamental, quoi qu'on en pense. À partir du moment où c'est le fils qui doit apprendre au père, où c'est l'élève qui doit apprendre au professeur, et qu'on n'est plus dans la dynamique, on n'est plus dans le principe, que c'est la personne, ou par exemple on va dans une salle de classe, et j'en ressors tout simplement plus cultivé, avec plus de connaissances, plus de schémas de pensée à la fin de cette heure. Mais non, en fait, je dois retrouver quelque chose qui est authentique. C'est-à-dire que la personne qui sait moins de la personne d'en face, donc en l'occurrence donc l'élève qui sait moins que le professeur, et non, je vais t'apprendre quelque chose, car moi j'ai quelque chose qui est beaucoup plus proche de l'authenticité, j'ai quelque chose de plus authentique que toi, je suis moins, entre guillemets, corrompu par le monde extérieur, et je dois t'apprendre une certaine vérité enfuie et qui est en dessous du monde apparemment réel, comme je l'ai dit. Donc, malgré tout, faut-il perpétuer l'héritage de mai 68, selon les dires de Nicolas Sarkozy? Attention, je ne veux pas le paraphraser de mémoire, je ne sais pas ce qu'il a dit exactement, mais doit-on perpétuer l'héritage de mai 68 qui dénigre la famille, etc. Ou bien faut-il couper le cordon ombilical et passer outre? Bon, après on peut lui faire la reproche que c'était tout simplement pour un calcul électoral. Évidemment, c'est aussi une stratégie de marketing, ça peut être un génie de marketing, peu importe. Bon, j'ai dit beaucoup de choses, mais en même temps, pourquoi on se pose autant la question du malaise occidental? C'est parce qu'on est dans une idéologie pénitentielle. C'est notamment ce que j'ai lu dans le multiculturalisme de Mathieu Bock-Côté, qui est tout simplement un génie, probablement quelqu'un qui a un quotient intellectuel à 3 chiffres, j'allais dire 4 chiffres, mais ça me paraît un petit peu beaucoup. Et je vous invite à lire ce livre. Après, toutefois, il n'est pas à la portée de tout le monde. Honnêtement, il est difficile. Ça demande un travail. Il faut le lire, il faut prendre des notes, il faut écrire dessus. Et je suis d'ailleurs en train de lire son deuxième livre qui m'a beaucoup influencé sur justement l'idéologie pénitentielle, le totalitarisme sans le goulag, c'est-à-dire qu'il y a une forme de totalitarisme plus soft, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le goulag, il n'y a plus les formes extrêmement oppressives. Mais malgré tout, vu qu'on veut nous censurer, que ce soit la liberté ou à la manière dont on doit aborder les choses, où on doit penser les choses, on va être ostracisé, on va être mis en dehors de l'ordre social, on va être tout simplement mort socialement. Le but, c'est de nous excommunier de la communauté. Et notamment ce qu'abordait Bock-Côté dans son livre, c'était l'idéologie pénitentielle. C'est-à-dire que l'idéologie pénitentielle, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire. Il faut qu'on culpabilise notre histoire. On a tous, selon l'origine de notre civilisation, on a un péché originel. Les sociétés occidentales, par exemple, où on peut être encore plus précis et prendre la France, où on va lui reprocher, par exemple, son passé colonisateur. L'Empire britannique, on pourrait lui dire exactement la même chose, parce qu'ils avaient également un empire colonisateur, ou les États-Unis, eux, ça va être leur passé sur l'esclavage, donc l'esclavagisme, ça va être leur péché originel. Et en fonction de ça, il faut transformer la réalité en fonction du passé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va essayer, par exemple, de faire le sauvetage de notre pays en disant non, il faut peut-être contrôler le flux migratoire qui est incessant, que ça rend c'est extrêmement difficile sur le plan économique et identitaire de les assimiler, eh ben non, on va t'assimiler par exemple au régime nazi, on va t'assimiler au fascisme, on va t'assimiler à toutes ces pensées extrêmement négatives, cette commémoration négative. Donc ça, c'est le point sur l'idéologie et à quel point c'est simple. Si tu ne fais pas partie de la nouvelle gauche, donc l'hégémonie de la nouvelle gauche, si tu n'es pas sur leur bateau vers globalement, c'est quoi leur objectif? C'est que le monde soit parfait. Le monde soit parfait, il faut que l'homme soit délivré de tout mal, il faut qu'il arrête d'être corruptible à cause de la société, il est corrompu par la société. Comme je disais, il est instrument de ces instruments, il a un loup pour lui-même. Donc, il se dirige vers l'utopisme, mais si tu n'es pas d'accord avec ça et que tu es beaucoup plus pragmatique et disons réaliste, tu seras jeté du bateau et tu vas être ostracisé et on va t'assimiler directement aux fascistes. Donc, ils ne veulent voir que binaire, oui ou non, c'est-à-dire fascisme ou tu es avec nous. Et en fonction de ça, comme je l'ai dit, ce sera la mort sociale qui s'ensuit. Donc, pour résumer et synthétiser le dernier point, c'est-à-dire être réactionnaire, on est dans l'historiographie victimaire. L'historiographie, c'est tout simplement la traçabilité de l'histoire. On va tout simplement nous accuser des heures les plus sombres de notre histoire pour nous décrédibiliser de la sphère publique. Maintenant que tout ça est dit, c'est vraiment pour essayer de comprendre qu'ils essayent de perpétuer une sorte de
hiérarchie, ils essaient de maintenir le pouvoir. Ainsi, nous sommes réellement dans une historiographie victimaire, et ça me fait penser à Orwell, qui est juste là d'ailleurs, en 1984, qui disait qu'il n'y a que quatre moyens de perdre le pouvoir. C'est numéro un, gouverner si mal que le gouvernement s'effondre. Numéro 2, c'est qu'on s'envahit de l'extérieur. Numéro 3, c'est qu'il y a un groupe moyen fort qui naît à l'intérieur, donc le gouvernement s'effondre. Et le numéro 4, qui est à mon sens le plus important et qui traduit le plus de réalité et plus de vérité actuellement, c'est que les élites perdent leur propre croyance à diriger. Donc on est dans l'entre-deux, malheureusement. J'ai synthétisé, j'ai essayé d'être le plus clair possible, j'ai essayé de retranscrire la maquette idéologique. Ce que tu dois retenir, donc, c'est le marxisme, le communisme, le socialisme, les crises notamment du capitalisme, l'effervescence du communisme, ce qui donne à la panne idéologique du marxisme parce que la société tout simplement a changé, a évolué, elle a besoin, enfin, le marxisme a besoin d'une mise à jour, ce qui a donné à l'héritage mai 68 qui a tout simplement façonné notre manière et notre façon de penser qui est encore très présent dans notre réalité. Et le troisième point, c'est tout simplement être réfractaire, c'est-à-dire on va être catégorisé, on va nous ostraciser, on va essayer de nous faire mourir socialement si on ne respecte pas le cercle de respectabilité du débat public. Donc on va être ostracisé, donc on est dans la démonologie xénophobe, etc., comme je l'ai dit précédemment. J'espère que tu auras compris. N'hésite pas à me dire s'il y a certains sujets que tu aurais aimé que je développe un peu plus. Sur ce, en fonction de quand est-ce que tu regardes la vidéo, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prends soin de toi, à bientôt.